Madame, Monsieur, bonsoir. Le thème de notre émission ce soir est celui de la spoliation foncière. Depuis décembre 2016, date de la lettre royale adressée au ministre de la Justice et des Libertés de l'époque, Moustapha Hamid, les choses semblent bouger. Ainsi, un mécanisme de lutte contre la spoliation foncière a vu le jour. Sur le cadre juridique, il y a eu promulgation de plusieurs décrets de loi visant à verrouiller les process de ventes immobilières, un régime pénal réformé, donc plus répressif pour dissuader les fraudeurs. Il y a eu aussi réforme administrative avec la création d'un registre national des procurations, puisque celles-ci sont à l'origine de nombreux cas de spoliation. Résultat des réformes, les autorités judiciaires ont révélé une baisse du nombre de dossiers de spoliation foncière entre 2017 et 2018. Mais voilà, les associations de victimes de spoliation et de détournement d'héritage ne le voient pas de cet œil. L'une d'elles, l'Association de droit et de justice au Maroc, a même lancé en 2018 une pétition où elle propose des mesures complémentaires au dispositif arrêté par la Task Force anti-spoliation. Mesures surtout voté au Parlement. Comment alors mieux lutter contre ce phénomène qui chamboule la vie de ces victimes et entache l'image de tout un pays? Et quand bien même les spoliateurs sont condamnés, les victimes sont-elles pour autant indemnisées? Pour tout savoir sur la spoliation foncière, autour de la table d'éco-débat aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, Khalid Yousfi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci à vous. Également sur le plateau d'éco-débat, le président du Conseil national de l'Ordre des notaires, Maître Latifi Agou. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Également sur ce plateau et pour représenter l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, son inspecteur général, Hicham Belkher. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Il a fait beaucoup d'enquêtes et d'investigations autour de cette question de spoliation foncière, ce qui lui a valu 2 fois le Grand Prix national de la presse en 2006 et en 2015. Il est également juriste de formation. J'ai l'immense plaisir également de recevoir sur le plateau d'éco-débat mon confrère Faisal Fakihi. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Bonjour, très chère consoeur, et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, merci à vous tous donc d'avoir accepté l'invitation d'éco-débat et afin de dissiper le doute, parce qu'on entend souvent 2 termes qui reviennent. On entend spoliation foncière et spoliation immobilière. Y a-t-il une différence entre ces 2 notions, ne serait-ce déjà que pour nos téléspectateurs qui pourraient éventuellement avoir un doute? Maître Yago. Bonjour. La distinction entre les 2, foncière, immobilière, donc ça réside dans le fait de la multiplicité des régimes fonciers en droit marocain. Mais dans l'ensemble, donc ça revient toujours à la même chose, c'est l'immobilier, ça touche l'immobilier donc directement. Alors, il n'y a pas de différence, on peut dire spoliation immobilière. Il ne s'agit pas d'un terrain vague, mais ou construit. En tout cas, c'est la même chose quand on parle de spoliation immobilière. La différence uniquement entre ce qui est immatriculé et ce qui n'est pas immatriculé. C'est-à-dire parce que, comme je dis, il y a la multiplicité des régimes fonciers marocains. Il y a le régime MELK, il y a le régime les terrains non immatriculés, il y a le droit des INA, les droits coutumiers de manière générale. C'est ça ce qui fait la différence entre les 2. Mais la spoliation touche tous ces systèmes-là, bien sûr. C'est l'immeuble. Alors, puisqu'on parle de spoliation qui touche tous ces secteurs-là que vous avez cités et ces milieux-là, si on devait parler de chiffres, les derniers chiffres qui ont été publiés datent de 2018. Ont-ils été rafraîchis, selon vous? Oui, donc d'après le dernier rapport donc, en 2018 qui a été émis par le ministère de la Justice, il y avait donc le nombre de 102 dossiers qui étaient donc pendants devant les tribunaux au Maroc, que ce soit donc, au niveau de la Cour de cassation, que ce soit au niveau des différentes cours d'appel, ou que ce soit donc au niveau des tribunaux de première instance. Actuellement, d'après donc, les derniers chiffres que nous avons reçus, donc, il y a donc 44 dossiers qui sont toujours pendants devant les tribunaux. 44 dossiers devant les tribunaux, en attendant bien sûr que ce soit rafraîchi en 2019. Il y a certains dossiers, dont une vingtaine de dossiers qui a été donc jugés définitivement donc, au niveau de la Cour de cassation. Très bien. Alors, je me tourne vers Faisal Fakihi. Donc, vous avez une grande expérience dans le domaine de la spoliation foncière. Vous avez suivi beaucoup de dossiers. En tant que journaliste, pas en tant que fraudeur. Loin de moi cette idée. Hein. En tout cas, vous n'êtes pas invité en tant que fraudeur sur ce plateau. Ce n'est pas le but. En tout cas, pour revenir à ces chiffres-là,
Donc il y a eu une baisse. Selon vous, est-ce de bon augure entre 2017 et 2018? Moi, d'abord, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ces chiffres. Parce que, à mon avis, elles ne reflètent pas totalement l'ampleur du phénomène sur le plan judiciaire. On a plusieurs juridictions, d'abord. Je sais que ce sont des chiffres qui émanent du ministère de la Justice et qui ont été collectés par les juges, pour simplifier, et qui ont été remis au ministère de la Justice. Sachant qu'on est dans un cadre spécial, puisque la justice elle est devenue indépendante, donc les juges indépendants du ministère de la Justice. Donc vous voyez en termes de vérification, de verrouillage... Mais en tout cas, ils sont sur le terrain. Il y a sur le terrain, mais c'est très important. Ce chiffre-là est en dessous de la réalité. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas une impression, c'est une certitude, hein, et j'assume ma position. C'est que je pense que les juridictions, les juges, les magistrats n'ont pas encore totalement bien cerné ce phénomène. Parce qu'il ne faut pas résumer la spoliation foncière aux procurations. Hein. La spoliation foncière, je ne voudrais pas compliquer la situation, mais la spoliation foncière peut passer par des ventes aux enchères. Nous allons arriver à ce point très important, justement, de ces brèches qui permettent ou par la spoliation foncière. Par la voie de fait, qui est tout simplement l'appropriation illégale d'un bien par l'État. Sur une propriété foncière. Très bien. Donc, moi, je me demande aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'on ait, par exemple, un juge parmi nous pour nous expliquer. Moi, l'impression que j'ai en tant qu'observateur, parce que je travaille quand même sur ce sujet depuis 2011, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle de spoliation foncière, mais en tout cas, au niveau des juridictions, on ne sait pas exactement... on n'a pas la même définition, on n'a pas la même vision. Il ne faut pas le réduire à des procurations, à du faux et usage du faux. Loin de là. Très bien. Que dit concrètement la loi aujourd'hui sur la spoliation foncière? Khalid Yousfi, président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes. Que dit la loi? La spoliation foncière, je crois, c'est un phénomène qui n'est pas propre à notre pays. C'est un phénomène qui est international et qui touche le foncier, qui est aujourd'hui, partout dans le monde, une source de richesse et quelque chose qui a un intérêt particulier et où il y a plusieurs intervenants. Et donc, c'est quelque chose qui touche plusieurs pays et chaque pays réagit en fonction de son arsenal juridique. Aujourd'hui, le Maroc est suffisamment outillé en matière de textes juridiques et réglementaires pour justement punir et contrecarrer ce genre de pratiques illégales. Par rapport aux chiffres, j'imagine que c'est des chiffres qui émanent du ministère de la Justice, parce que généralement, lorsqu'on a été victime d'une spoliation, on s'adresse automatiquement et on dépose une plainte pour qu'une enquête judiciaire se déclenche. Donc ça c'est la démarche réglementaire et légale et classique. Alors, juste pour revenir justement à cette loi, Maître Yagou, est-ce que vous pensez, comme le disait M. Yousfi, que le Maroc est suffisamment outillé en termes de texte de loi pour endiguer ce phénomène de spoliation foncière, qui continue à faire des victimes? On ne dirait pas qu'il y a donc éradication totale de ce phénomène-là, parce que, d'abord, je veux revenir sur ce qui a été dit par mon ami Faisal, en ce qui concerne la distinction entre spoliation comme phénomène. On parle de phénomène. Pourquoi les statistiques donc n'englobent pas tous les dossiers, n'englobent pas certains dossiers, parce que tout simplement pour le ministère de la Justice, il considère que certaines infractions ne constituent pas une véritable spoliation. C'est le cas, par exemple, de l'expropriation. C'est le cas, par exemple, de la vente aux enchères. Parce que là, quand on parle de phénomène, on parle uniquement des méthodes. D'accord? Dans le cadre de cette commission dont je suis membre, on a fait donc le diagnostic des moyens et des méthodes qui sont utilisées pour arriver donc à s'accaparer d'un bien immeuble d'une autre personne et en quelque sorte à spolier ce bien. L'expropriation n'est pas une spoliation. Non, l'expropriation ne rentre pas, parce qu'il y a le faux, les usages de faux,
d'accord, l'utilisation donc de manœuvres dolosives induites réflexionnelles, l'utilisation ou l'usage de plusieurs moyens tels que par exemple les procurations, les dossiers spéciaux au niveau Nous de la reviendrons conservation. en détail sur ces manières d'effectuer les actuellement, il y a tout spoliations un arsenal juridique, Oui. mais l'arsenal juridique on lui seul donc n'est pas suffisant. C'est-à-dire D'accord. Il faut qu'il y ait donc c'est un problème qui n'est pas limité uniquement à certains secteurs particuliers ou à des professions bien déterminées, mais c'est une affaire d'État. Donc où il faut donc conjuguer les efforts de tous les secteurs pour éradiquer totalement ce phénomène. C'est pas uniquement les textes de loi qui vont mettre fin à ce problème. Je vous dis par exemple, ne serait-ce que actuellement, il y a encore des cartes non scellées qui sont falsifiées. Très bien. Alors, je me tourne vers Hicham Belkher, inspecteur général de l'Agence nationale de conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Vous, en tant qu'agence, aujourd'hui, vous pensez que, déjà, qui est responsable? Qui entre justement dans ce processus général, quelle que soit la manière utilisée, fausse procuration ou faux usage de faux, qui est responsable? Tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par notre ami Faisal et Maître Yago et aussi Maître Yousfi sur le terme, parce qu'il est très important de déterminer sur le plan juridique avec exactitude ce que c'est que la spoliation des biens d'autrui. Évidemment, je rejoins Maître Yago sur le fait que la spoliation, c'est la dépossession d'un bien par des moyens frauduleux. Et donc, dans ce sens-là, l'expropriation ou les ventes aux enchères ne rentrent pas dans ce cadre. Et je signale que c'est à la justice qui est souveraine, c'est elle qui procède à la qualification des actes frauduleux. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il n'y a pas que les procurations qui ont connu ou qui étaient le moyen premier pour la spoliation. Il y a plusieurs cas. Il y a les procurations falsifiées, surtout quand on était avec les procurations SSP, sous signature privée, c'est-à-dire avec légalisation, avant qu'il y ait l'authenticité, l'obligation d'authenticité des procurations. Il y a les filiations, il y a aussi les actes établis, et c'est très important, les actes établis à l'étranger, dans la procédure marocaine à travers le CPC, le Code de procédure civile marocain exige l'exéquatur. Il y a aussi, et ça a été diagnostiqué au niveau de la commission, il s'agit bien évidemment d'une forme de société qui est la société civile immobilière. Pourquoi? Parce que, bon, on reviendra sur ce sujet, parce qu'elle n'était pas inscrite au registre de commerce et toutes les modifications qui concernaient ces sociétés, il n'y avait pas de publicité. Ni de personne morale. Ni de personne. Maintenant, qui est responsable? C'est les spoliateurs. Et là, le diagnostic, je vais expliquer. Le diagnostic a démontré qu'il y avait soit une personne physique toute seule, ou bien il y avait un réseau. Le diagnostic a démontré qu'il y avait peut-être dans certains cas un réseau qui englobait, mafia, si vous voulez, un réseau mafieux. C'est un réseau mafieux, très bien organisé. Bien évidemment, parce que le fait de déposséder quelqu'un de son bien, qu'il soit marocain ou étranger, à ma foi, je sais l'impact psychologique négatif, l'impact financier, l'image de marque d'un système qui, depuis 1913, plus d'un siècle, a réussi à sauvegarder et à assurer la sécurité foncière. Parce que devant, moi je veux reprendre le nombre qui ont été avancés par Maître Yago. Si on a des dossiers où il y a spoliation, j'imagine qu'il y a des centaines de dossiers où, grâce à la mobilisation des partenaires, grâce à la mobilisation de femmes et d'hommes appartenant à la SFCC, ont été déjoués. Des cas de spoliation qui ont été déjoués grâce au contrôle rigoureux et aux principes fondamentaux que présente la législation foncière. Très bien, mais quand vous dites ça, est-ce qu'aujourd'hui, au sein de l'agence, on peut faire la différence entre un document qui est frauduleux et pas? Est-ce qu'on a les moyens, dans l'agence? Puis nous reviendrons à ces réseaux. Nous reviendrons à ce qu'on appelle les mesures réglementaires qui ont été installées par la SFCC. On peut y revenir. Mais pour répondre à votre question, il faut revenir aux attributions dévolues par le législateur aux conservateurs, qui sont de l'ordre de 4 ou 5 attributions.
C'est vrai, il est vrai que le conservateur, à travers les dispositions du DAI du 12 août 13, telles que modifiées par la loi 1407, impose aux conservateurs, d'après l'article 72 et suivant, de vérifier les documents qui sont déposés pour être inscrits sur les registres fonciers, de vérifier le fond et la forme de ces actes. Mais que veut-on dire par forme et fond? La forme, c'est que, par exemple, prenons un acte notarié, il doit répondre aux exigences de la loi qui régit la profession des notaires, c'est-à-dire les éléments constitutifs, les signatures en bas de page du notaire, il faut qu'ils soient datés, enregistrés. Qu'est-ce qu'on entend par le fond, vérifier, ou bien vérification des actes par le fond? C'est qu'il y ait des éléments constitutifs d'abord de l'acte et que la transaction immobilière ou l'opération immobilière ne soit pas contraire à ce qui est contenu dans les registres fonciers. Jamais, je dis bien jamais, le législateur n'a octroyé aux conservateurs les attributions de vérifier le faux et l'usage de faux. Ce n'est pas de son ressort. Le conservateur, il n'est ni juge d'instruction, il n'est ni expert dans les écritures. Ce n'est pas son rôle. Voilà. Peut-être une réaction, Faisal Faki, par rapport à cette question justement de ces réseaux qui se sont... Aujourd'hui, on ne parle pas de personne, d'une seule personne, mais d'un vrai réseau, comme l'a si bien décrit M. Belkher. Selon vous, et d'après toutes les investigations que vous avez menées, comment sont organisés ces réseaux? Il faut d'abord, moi j'ai l'impression qu'on a encore du mal à reconnaître les faits. La situation est que sur l'ensemble des dossiers qu'on a pu traiter, et même sur ceux sur lesquels on n'a pas communiqué, parce que je reçois personnellement en moyenne entre 2 et 3 affaires, je dis bien en moyenne entre 2 et 3 affaires par mois. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, pourquoi je conteste ce chiffre? Voilà le premier élément. Le deuxième élément, lorsque vous avez parlé de la loi, c'est la loi pénale. Lorsque vous faites un diagnostic, une analyse d'un certain nombre d'échantillons d'affaires, vous constatez qu'il y a la constitution de bandes criminelles, le faux usage de faux, et vous avez aussi l'abus de confiance. Ces éléments-là, ce sont les éléments qui nous permettent d'appréhender sur le plan pénal la spoliation foncière. Voilà pourquoi Et puis, il y a au cœur, bien évidemment, un bien immobilier. Vous avez des gens qui ont été volés et vous avez des voleurs. Sur le plan, maintenant, de la qualification, quand je dis que la vente judiciaire ou la voie de fait, c'est-à-dire lorsque l'État s'approprie illégalement un bien, ça, je ne sors pas de ça de nulle part. Vous avez un rapport de l'agence judiciaire du Royaume, le dernier, 2018, où elle parle justement du fait que l'État parfois ne respecte pas les procédures pour une raison d'urgence, et je cite, vous avez le rapport du médiateur en 2014 lorsqu'il dit que l'État a plusieurs reprises mis la main sur un bien foncier privé sans aucun justificatif légal, vous avez la Cour des comptes qui a fait aussi une évaluation, une étude extraordinaire. Mais quand de vous 2015. dites l'État, vous parlez des communautés, ça peut être un ministère, ça peut être une commune. des collectivités territoriales, exactement. Pas du ministère. Ça peut être une administration, ça peut être un office, ça peut être un établissement public, mais généralement, c'est les ministères. Généralement, en principe, on va dire que c'est les ministères puisqu'ils ont des démembrements qui peuvent être des délégations, qui peuvent être un office, qui peut être une entreprise publique ou un... Oui, mais est-ce que ces cas-là restent minoritaires quand même? Non, c'est de particulier à particulier généralement, ou justement, parce que il se retrouve plus d'affaires de spoliation foncière. Je voudrais juste terminer mon raisonnement. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, monsieur l'inspecteur général de la conservation foncière a bien voulu nous dire qu'il y a un problème avec la société civile immobilière. C'est un véhicule pour les spoliateurs. Vous n'allez pas me dire que ça ne pourrait pas permettre justement de diagnostiquer aussi les actes frauduleux. Vous voyez, c'est-à-dire que cette histoire de spoliation foncière, comme j'ai l'habitude de dire, c'est une énorme chance pour le Maroc. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de nous démontrer à quel point le système est un château de cartes en fait. Et nous a démontré les défaillances qui existent sur le plan administratif, sur le plan judiciaire, sur le plan réglementaire. Et tout ça, c'est une chance, c'est une opportunité si on veut vraiment faire de réelles réformes et qui soient... Moi, je parle pas mais des les réformes ont déjà été entamées. mais je ne parle pas des réformes de 2 ans ou de 4 ans, mais des réformes sur le long terme. C'est-à-dire, on est là avec un code qui date de 2013 quand même, qui a rendu service quand même à ce pays-là. Mais juste une petite dernière précision, si vous le permettez. Concernant l'État, je ne dis pas que l'État est spoliateur. L'État
est spoliateur, effectivement. Mais l'État aussi, il est spolié. Et ça, Voilà. c'est une autre paire de manches. Ça veut dire quoi? Que finalement, qu'on est tous dans cette histoire victimes, que ce soit l'État en tant que pouvoir public, que ce soit le citoyen ou tout simplement le Maroc avec toutes ses composantes, on va dire. Et c'est ça la dangerosité de ce problème-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on parle d'une manière claire, franche, constructive et dire voilà ce qui se passe. Je dis aujourd'hui que la justice ne fait pas son travail. On va revenir à la raison pour laquelle la justice ne fait pas son travail, parce qu'il y a eu beaucoup de décrets de loi nouveaux. C'est sur le plan judiciaire surtout. Voilà, donc pourquoi on y reviendra. Sur le plan administratif on y reviendra. Et juste par rapport à cette question de responsabilité aussi. Quel est le rôle, Khalid Yousfi, de l'ingénieur géomètre topographe? Après, nous reviendrons bien sûr au rôle primordial du notaire, mais à peut-être définir ou à éviter à ce qu'il y ait fraude dans une transaction immobilière. Je voudrais, avant d'entamer la réponse sur ce point, juste préciser, lorsqu'on définit que l'État est spoliateur, généralement l'État il construit un projet. Et donc généralement le projet, il y a un processus pour construire ce projet. Avant il y a des études, et il y a des études qui sont élaborées sur du foncier. Et donc on travaille sur un foncier, il y a une sorte de publicité. Donc si certaines administrations ne respectent pas la procédure d'expropriation, automatiquement les tribunaux administratifs sont là pour corriger, pour rectifier et pour donner aux propriétaires du terrain, lorsqu'ils le prouvent, toutes les garanties. Mais s'il n'est pas titré. Même s'il n'est pas titré. Même s'il n'est pas titré. Même s'il n'est pas titré, parce qu'il y a une enquête sur terrain qui est justement établie par un ingénieur géomètre topographe avec les autorités locales pour définir le projet et l'assiette foncière qui va contenir ce projet. Très bien. Et donc, du coup, il y a des plans et des listes qui sont établis. Après, il y a une commission administrative qui statue sur le prix que l'État ou l'administration concernée par le projet doit rembourser aux propriétaires. Et à ce moment-là, on ne peut pas rembourser quelqu'un qui ne détient pas les papiers ou l'acte de propriété justifiant sa propriété. L'argent, il est mis de côté à la caisse de dépôt et de gestion en attendant que le présumé propriétaire délivre les papiers qui justifient sa propriété. Ça, lorsque l'État agit dans un projet. Alors généralement, comme a été précisé tout à l'heure, il y a deux types de statuts. Il y a les terrains non immatriculés et les terrains immatriculés. Pour les terrains immatriculés, généralement, l'ingénieur géomètre topographe doit faire toutes les investigations auprès des services de la conservation foncière et du cadastre pour avoir une identité sur le terrain, sortir sur le terrain qui est localisé, avoir un acte des propriétaires. Et donc, toutes ces investigations permettent de définir exactement la consistance et les propriétés du terrain. Pour les terrains non immatriculés, généralement, les gens demandent un plan de délimitation pour avoir un acte de propriété afin de procéder à son immatriculation. L'ingénieur géomètre topographe, il est tenu, par obligation de la loi et de l'exercice de sa profession, de faire toutes les investigations, notamment auprès des autorités locales et auprès des riverains, pour justement avoir toutes les informations qui concernent le terrain et son propriétaire. Bien sûr, tout ça, il rentre dans le cadre d'un contrat. C'est une prestation contractuelle qui définit qui doit faire quoi et qui demande quoi. Et à travers toutes les enquêtes, généralement, comme l'a précisé tout à l'heure, soit on va déjouer une tentative de spoliation, soit tout le monde, surtout les riverains, déclarent que c'est réellement le propriétaire qui exploite le terrain. Et il y a d'autres démarches pour avoir l'acte de propriété afin de procéder à son immatriculation auprès des services de la conservation foncière. Très bien. Quels sont les autres... Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose? Oui, justement, on parlait tout à l'heure de contrat. Chaque prestation, la loi oblige l'ingénieur géomètre topographe à avoir un contrat avec son client. C'est-à-dire? Un contrat, il faut que ce soit contractuel, signé entre les deux. Et depuis 2018, on a dématérialisé ce contrat. Et chaque contrat génère un code QR qui contient des informations cryptées qu'on met sur les plans. Et donc, du coup, on va avoir plus de fiabilité, de traçabilité
de ces documents graphiques qui C'est circulent. déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel depuis 2018. D'accord. Alors, juste pour finir cette première partie, brièvement, Maître Yagou, on est en train de parler de responsabilité. Quels sont les intervenants dans une opération de spoliation foncière? Généralement, donc il y a un spoliateur, un spolié, bien naturellement. Oui. Mais sinon, il y a des autres maillons qui sont concernés. Qui sont-ils? Ben, ça concerne tout le monde, hein. Ça concerne tous les secteurs, sans exception. D'accord. Ceux qui rédigent, ceux qui inscrivent, ceux qui font plaident. l'intermédiation, Ceux qui jugent. ceux qui jugent tout. D'accord. C'est tout un tout. Donc, on ne peut pas donc identifier lequel. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc, le fait tout simplement de falsifier une carte d'identité nationale, et je rebondis sur ce qui a été dit par le président, le fait de falsifier la carte d'identité nationale donc, peut fausser tout le processus. Mais déjà, juste par rapport aux cibles, Oui. ces biens qui sont ciblés par les spoliations foncières, qui dit au spoliateur, voici un bien qui est abandonné? Il faut savoir d'abord une chose, que le Maroc, en tant que royaume, il a opté pour la publicité réelle. D'accord. Ce qui est différent de la publicité personnelle. D'accord. La publicité personnelle, c'est les actes, donc on fait remonter dans le temps pour connaître qui est le propriétaire, Alors que nous, au Maroc, on a une publicité réelle qui est publique, ou l'information, donc c'est l'information qui fait la sécurité du régime lui-même. C'est un régime foncier qui est basé sur la publicité foncière. C'est-à-dire, en commençant par l'immatriculation, quand on transfère un bien du régime du bien milk vers le régime de la publicité foncière, on est obligé de faire toute une publicité, même dans au Qaïda, au tribunal, sur le bulletin officiel, sur le journal de nos regards. Donc, mais qu'en est-il des biens qui ne sont pas, justement, qui sont abandonnés depuis des décennies? Parmi les mesures qui ont été prises par la Commission, c'était d'abord le recensement de ces biens. Donc, il a été fait donc, en contradiction avec l'agence de conservation foncière et le ministère de l'Intérieur. Justement pour déterminer et également permettre aux conservateurs de connaître ces biens qui ont été donc, délaissés ou qui ne sont pas, donc, dont les dossiers ne font pas de mouvement. Très bien. De combien de biens s'agit-il? Également, nous allons parler en deuxième partie de cette émission des recommandations pour baisser ce nombre de spoliations foncières, mais aussi comment indemniser les victimes. Tout ceci dans très peu de temps, juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat, qui traite aujourd'hui de la problématique épineuse de la spoliation foncière au Maroc. Juste avant la pause pub, nous évoquions cette question de responsabilité. Qui intervient justement dans ce processus de spoliation foncière? Qu'est-ce qui a été fait depuis cette lettre royale de décembre 2016? Parmi les choses effectivement qui ont été réformées, il y a justement ce consensus à répertorier les biens qui sont abandonnés, notamment à travers l'Agence marocaine de conservation foncière du cadastre et de la cartographie, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Monsieur Belkher, quels sont les chiffres justement des biens qui ont été répertoriés? Alors, juste après la lettre royale de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, du 30 décembre 2016, la première opération, la réaction de l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la cartographie, en parfaite collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Il a été procédé avec une note émanant de M. le conservateur général, février 2017. Il y a eu une fiche, il y a eu, à travers tout le royaume du Maroc, on a répertorié les biens qui sont délaissés, avec une fiche, avec l'apport du cadastre pour relever les références foncières, c'est-à-dire les numéros de titres fonciers ou réquisitions. Et le nombre, il est de 4037. Ces biens, ils ont été consignés, des remarques sur la base de données. 4037 qui sont répertoriés, titrés ou pas, immatriculés ou pas, en cours d'immatriculation. Ils ne concernent pas les biens non immatriculés. Donc ces biens, ils ont été, les directives étaient à ce que pour statuer sur des demandes concernant ces biens délaissés, il fallait de la vigilance. Donc il fallait vérifier les documents, il fallait prendre attache avec tous les départements concernés pour voir éventuellement est-ce qu'il s'agit du propriétaire qui est absent ou bien les héritiers. Donc, et en même temps, au cœur même de cette politique et mesures
prise par l'ANCFCC, qui est la digitalisation et les services et produits électroniques. Donc il y a eu, on a intégré dans nos bases de données une remarque concernant ces biens. Le but, bien évidemment, c'est de contrecarrer tout acte frauduleux à l'encontre de ces biens. Ça concerne les Marocains, et ça concerne nos frères marocains résidant à l'étranger, et ça concerne les étrangers aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas justement vérifier si le bien n'a pas été spolié dans la durée des 4 ans. D'autres mesures réglementaires ont été prises dans ce sens, si vous voulez qu'on en discute maintenant. Oui, mais par exemple, quand il y a une erreur administrative au niveau de l'agence, est-ce que l'État rembourse la victime de spoliation? Alors, d'abord, pour vous répondre sur cette question, il faut revenir au texte de loi. La loi est très claire. Le conservateur foncier, toutes les inscriptions et les radiations qui sont inscrites. D'abord, il faut différencier 2 étapes. Il y a l'étape d'immatriculation foncière, c'est-à-dire c'est l'enrôlement, c'est le moment où on décide de mettre un bien non immatriculé sous la coupole de la législation foncière. Et je rappelle que la législation foncière, il date de 1913, mais il a été modifié par la loi 1407 en 2011. Donc il y a la première étape qui est l'enrôlement avec toute une procédure de publicité au niveau du bulletin officiel, une procédure de publicité sur le terrain. Et mais il arrive qu'il y ait erreur. Non, il y a 2 choses. Oui, les erreurs, pour la première partie, on peut recevoir des oppositions. La première partie, c'est-à-dire la procédure d'immatriculation. Il y a une large publicité, il y a le bornage, il y a le bulletin officiel, il y a les intervenants, c'est-à-dire le tribunal de première instance, il y a l'autorité locale, il y a les présidents de communes. Après l'opération de bornage, qui est elle-même à triple casquette, c'est une opération juridique, c'est une opération de publicité par excellence, et c'est une opération technique. Par la suite, c'est une procédure qui est administrative. En cas d'opposition, il devient une procédure judiciaire par l'envoi du dossier au tribunal qui reste seul qualifié pour statuer sur les oppositions. Maintenant, la deuxième étape, pour revenir aux erreurs. La deuxième étape, c'est une fois on a le titre foncier. Et je rappelle qu'un titre foncier immatriculé est un titre définitif et inattaquable. Oui, mais s'il y a 2 titres fonciers pour la même propriété, ce sont des cas qui existent. Je vais vous répondre. Pour la première partie, généralement, on ne se retrouve pas dans ces cas similaires parce qu'il y a le bornage et le lever et tout cela. En cas de dol, le législateur prévoit qu'en cas de dol, avec ces éléments, parce que le dol, il suppose un élément matériel et un élément moral. L'élément matériel, c'est les manœuvres dolosives et l'élément moral, c'est l'intention d'induire l'autre personne en erreur. On peut passer à l'indemnisation en cas de dol. Maintenant, pour les erreurs, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire une fois on a le titre foncier, soit issu d'immatriculation, soit issu de morcellement ou de lotissement ou de copropriété, lorsque le conservateur constate qu'il y a une erreur sur le titre foncier, le législateur lui permet, à travers l'article 29, de corriger cette erreur et de la notifier aux parties, c'est-à-dire aux propriétaires inscrits, sous peine de recours. Sinon, si le conservateur refuse cette rectification, on passe directement au recours contre sa décision au niveau du tribunal compétent, et c'est le juge, c'est-à-dire à travers un jugement définitif ayant acquis la force de la chose jugée, qu'on peut rectifier cette inscription. Très bien. Une réaction, peut-être, Faisal Fakiri, sur ce qui a été dit. Parce que quand même, je tiens pour qu'on se situe bien dans cette histoire, j'ai envie de dire, qui est responsable? C'était votre question. C'est l'appareil administratif et judiciaire. Vous me dites, c'est qui l'appareil administratif et judiciaire? Je vous dis que c'est des fonctionnaires. Exemple, vous avez un mandat ou un contrat sous seing privé qui est un faux. Puisqu'on a utilisé le nom d'une personne qui n'existe pas, on doit le légaliser. Donc vous allez où? Vous allez à la Muqata'a. De qui relève Muqata'a? Du ministère de l'Intérieur. Et moi j'appelle vivement ici les autorités à ce qu'on en finisse avec cette histoire de légalisation. Ce n'est plus le cas. Oui, mais à part l'histoire de la légalisation, vous avez posé une question sur comment on arrive à repérer. Le repérage, il est des abatteurs. Vous avez des gens qui peut être un gardien de voiture et qui va être approché d'une manière tout à fait anodine. Ce n'est pas un agent. Non. Mais en revanche, l'information, elle se vend. C'est-à-dire que dans les administrations, vous avez des gens qui vont vous dire « j'ai besoin de telle information », mais on va être très gentil avec ce monsieur qui va nous donner cette information. Autre chose, quand on me parle de
quand on me parle de est-ce que l'État, elle paye? Bien sûr qu'elle paye. Elle a payé elle a été condamnée à payer 4 milliards de dirhams en 2018. Que ce soit en matière de foncière, en matière de décision arbitraire vis-à-vis d'un fonctionnaire. Mais grosso modo, toujours selon l'agence judiciaire du Royaume, qui, je rappelle, est le défendeur attitré de l'État, c'est l'avocat de l'État, c'est elle qui nous dit ça, c'est pas moi. Très bien. Et l'agence judiciaire du Royaume, elle nous dit que souvent l'État, elle est payé et que le juge administratif, justement, il est devenu de plus en plus, je dirais pas sévère, mais de plus en plus regardant sur ça. Il n'accepte plus qu'on touche au droit de la propriété des gens. Autre chose, et ça, par rapport toujours à ces chiffres, on est à 13 milliards de dirhams entre 2010 et 2018, c'est énorme. Moi, je plains l'État en tant que contribuable parce que finalement, c'est nous qui payons cet argent de notre poche puisque nous sommes contribuables. On paye le coût de la non-conformité juridique, comme l'a si bien dit l'agence judiciaire du Royaume dans l'un de ses rapports. Mais ce qui est plus important dans cette histoire, concernant ces biens répertoriés, moi, je trouve que c'était un travail qu'il fallait faire et heureusement qu'il a été fait. Quels sont les biens cibles, justement? Quels sont les biens qui sont ciblés Parce par que spoliation tout foncière? à l'heure, Quel genre de biens? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, vous pouvez vous balader dans un endroit comme le Ma'arif, à titre d'exemple. Je n'aurais pas donné de mauvaises idées à quiconque. Hein. Mais j'essaie juste de dire que dans certains quartiers, hein, j'aimerais pas donner de Casablanca ou autre. Il y a des bâtisses qui sont abandonnées, des bâtisses qui sont fermées depuis longtemps. Ça, j'ai envie de dire, c'est le profil type des bâtiments, des immeubles qui sont ciblés. Mais vous avez aussi des terrains. Parce que là, on a parlé uniquement de... Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'en est-il dans les régions où les biens, exactement, parce qu'on est dans l'urbain, mais le rural. Aujourd'hui, avec le travail magnifique, d'ailleurs, que fait l'agence de la conservation foncière au niveau de la titrisation des biens, exactement, qui seront monétisés pareil. Mais j'aimerais bien savoir aujourd'hui combien on a eu de problèmes au niveau des communes rurales et des biens, des biens agricoles. Oui. Il y a beaucoup d'affaires et je vais en citer. Ouais. Il y a des... Sans citer de nom. Non, bien sûr. Très bien. Mais quand on cite le nom, on a le droit de le citer parce que dans la mesure où il y a eu un jugement définitif. Définitif. Voilà, pas les affaires en cours. Mais pratiquement toutes les professions judiciaires et juridiques sont concernées par ces histoires. Très bien. Alors, Maître Yago, beaucoup de choses, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais en tout cas, l'essentiel va vers cette question d'application déjà de la loi aujourd'hui au Maroc, et d'abord de lenteur peut-être des enquêtes, la lenteur administrative, et puis, et tout particulièrement, est-ce que les procureurs aujourd'hui sont-ils habilités à trancher? Est-ce que le parquet aujourd'hui est habilité à trancher dans ces affaires de spoliation foncière? Ou faut-il créer peut-être une nouvelle forme de parquet qui soit spécialisée dans ces questions qui restent quand même très techniques, hein? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la loi, il n'y a pas une loi parfaite. D'accord. Il y a toujours des lois, mais il y a toujours des lacunes. D'accord. Et c'est ces lacunes qui sont utilisées par ces fraudeurs. D'accord. C'est pour cela que, dans le cadre de la commission, on a essayé donc, en quelque sorte, de combler les vides juridiques qui permettent à ces personnes de percer pour donc s'approprier donc une propriété. Et parmi les mesures qui ont été prises par la commission et qui ont été adoptées suite à ces réunions marathoniennes qui ont été effectuées par la commission, il y avait donc la modification du code de procédure pénale, d'accord, qui permet donc au procureur de roi, au procureur général de roi et au juge d'instruction de s'opposer donc sur ces biens et d'inscrire donc une saisie donc provisoire donc pour une réquisition, un gel provisoire. C'est un gel le temps que l'enquête soit terminée. Parce que tout simplement, quand il y a donc un dossier qui est pendant devant le tribunal, il se peut que ce même fraudeur continue à céder ce bien. Il y a des fois même, quand il est derrière les barreaux, il y a des cas où la personne est emprisonnée. Procuration une tierce personne. Et entre le temps donc de l'entrée donc de l'inscription de l'action devant le tribunal et le jugement définitif, il se peut qu'il y ait donc un délai de 2 ans, 3 ans ou 4 ans.
Donc pendant cela, donc, il peut donc tout simplement user des moyens dont il dispose et céder le bien ou le donner en hypothèque. C'est pour cela que parmi les mesures, on a essayé donc de combler ces vides-là. Il y a également le fait donc de mettre en place également la nouvelle loi sur les sociétés civiles, parce que la société civile... Très bien. C'est bien que vous l'ayez cité, parce qu'il faut qu'on en parle de oui, cette la société civile immobilière. C'est un moyen qui permet donc aux personnes donc d'avoir la propriété d'un bien tout en étant dans une société. D'accord. Ça protège, ça permet la circulation, la libre circulation des biens. Et l'anonymat. Et l'anonymat également, bien sûr. Mais malheureusement, le fait de l'absence d'une réglementation claire et précise dans ce domaine-là, il a été donc également utilisé comme moyen frauduleux pour s'accaparer donc des biens. Pourquoi? Parce que tout simplement au niveau de la conservation foncière, il y a des dossiers spéciaux, d'accord, les dossiers spéciaux qui sont ouverts. C'est en quelque sorte, c'est une création pour donner plus de garanties donc au conservateur qui est donc le seul habilité donc à juger donc de l'opportunité de ces opérations. Mais malheureusement, comme il n'y a pas donc une identification ni fiscale ni au niveau du tribunal. Donc ça a permis donc également à la fraude parce que tout simplement on peut changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en utilisant par exemple soit une fausse carte d'identité, soit en utilisant également une procuration falsifiée, on peut tout simplement procéder à la mise à jour du dossier spécial qui est ouvert à la conservation foncière et par la suite donc le conservateur ne va pas donc il n'est pas habilité à faire des investigations parce que les documents qu'il a devant lui, donc pour lui ce sont des documents qui répondent aussi bien donc à la forme qu'au fond. Et donc, la propriété peut être vendue. Et qu'en est-il de cette période de 4 ans pour agir, justement? Est-ce que vous pensez qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas obsolète aujourd'hui? Parce que si la personne ne, tout simplement, ne check pas la validité de son titre foncier, ou en tout cas qui lui appartient toujours, est-ce que cette durée de 4 ans, elle n'est pas à revoir? Est-ce que ça ne va pas être traité au niveau de la Commission? Oui, elle a été traitée. C'est une modification qui a été apportée par la modification de deux lois, aussi bien donc la loi sur l'immatriculation immobilière qui était donc réglementée par le Daïr du 12 août 1913 et la loi qui était applicable à la propriété immobilière, à savoir le Daïr du 2 juin 1915. Oui. Ces deux lois ont été modifiées. Abrogées et remplacées par le Code des droits réels. Exactement. C'était exactement, je pense, c'était le 22 novembre 2011 où il a été modifié. Et pendant cela, donc il est passé inaperçu et ils n'ont pas fait participer les professionnels pour dire leur mot sur cette modification. Dont les notaires. Bien sûr. On était surpris par cette loi qui a été modifiée, notamment l'article 2. Alors, qui est venu là. C'est un article qui est en discordance avec même les dispositions de la loi anti-spoliation. D'accord. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit au départ, le régime foncier dans sa globalité, il est basé sur la publicité foncière, d'accord, sur la publicité réelle, et il est également basé sur ce qu'on appelle les inscriptions, la force probante des inscriptions. D'accord. Il y a l'article 66 qui est resté, donc qui traite toujours que toutes les transactions ou toutes les conventions qui passent entre les parties, ils n'ont pas de valeur juridique tant qu'ils ne sont pas inscrits sur le livre foncier. Alors que l'article 2, il a limité donc cette intervention dans un laps de temps de 4 ans. Il a fait beaucoup. Donc, Mais par rapport juste à ma question de juges spécialisés, avons-nous des juges spécialisés qui puissent trancher dans ces affaires de spoliation foncière au Maroc? Non. Mais nous avons des chambres. Nous avons des chambres qui sont spécialisées. Nous n'avons pas des magistrats qui sont spécialisés, mais nous avons des chambres foncières. Des magistrats spécialisés et qui peuvent aussi légiférer dans des cas d'expropriation. C'est les autres cas que vous avez cités tout à l'heure. Est-ce que je peux répondre à cette question? Tout d'abord, pour mieux éclaircir les choses, brièvement, parce qu'il nous reste 5 minutes. C'est qu'après les recommandations émises par la commission instituée, présidée par le ministre de la Justice, il y a eu 4 amendements qui concernent 4 lois. Actuellement, avec la loi 69-16, on ne parle plus de procuration SSP. La procuration doit être authentique. Il y a la loi 31-18
qui a apporté des amendements concernant les sociétés civiles immobilières avec l'obligation d'inscription dans un registre au niveau du greffier de tribunal de première instance. Il y a le registre électronique national. Il y a aussi la loi 32-18 concernant la procédure à suivre pour geler les biens qui ont fait des plaintes jusqu'à l'achèvement de la procédure judiciaire. Il y a la loi 33-18 qui est importante aussi, qui concerne l'unification des sanctions de tous ceux qui sont en rapport, même les rédacteurs, au même titre que les spoliateurs allant de 10 ans à 20 ans. À 20 ans et jusqu'à 200 000 dirhams d'amende. Jusqu'à 200 000 dirhams. Mais il faudrait reprendre une chose qui est importante, comme m'a dit notre cher maître Yagou, c'est que l'ASFCC, quand vous avez parlé des 4 ans compte tenu de l'amendement, est-ce qu'il faut avoir un amendement pour l'article 2 ou pas, l'ASFCC il y a eu une prise de plusieurs mesures pour sécuriser le foncier, notamment à travers les services digitales. Un service de muhafadati. Ça marche ? Ça marche très bien. C'est un service. C'est un service. Non, attention, il faut pour dissiper toute ambiguïté. D'abord, c'est un service gratuit. Deuxièmement, c'est un service. Toute la gestion électronique des services de la conservation foncière repose sur un socle, c'est un décret qui détermine la gestion électronique. Donc il y a un socle juridique, l'inscription est gratuite, est obligatoire. Chaque acte. Mais est-ce que les gens sont au courant qu'il y a ces muhafadati ? Je vais vous expliquer. C'est que le professionnel, puisqu'on parle maintenant d'actes authentiques, les notaires, les adouls et les avocats agréés à la Cour de cassation, une fois ils rédigent les actes, obligatoirement, ils demandent les numéros de téléphone et le mail, l'adresse mail. Une fois, ce service qui est gratuit permet aux propriétaires, à chaque fois qu'il y a une modification sur leur titre, ils sont avisés sur le champ. Et c'est un service gratuit. À côté de cela, je voudrais signaler une chose aussi. C'est que la seule manière qu'on mesure pour contrecarrer la spoliation, c'est la dématérialisation. Actuellement, avec les IGT, il y a 0 papier. Tous les dossiers sont déposés sur une plateforme. Il y a la commande des certificats. Vous pouvez commander votre certificat. Très bien. On fait réagir l'IGT parce que vraiment là, il nous reste 2 minutes. Les recommandations et justement pour venir à bout, les solutions. Parlons solutions pour clôturer ce débat. Solution, il faut que tout le monde, tous les acteurs qui travaillent dans le foncier soient mobilisés, soient sensibilisés et doivent mettre en place, chaque professionnel, des process, des procédures internes justement pour pousser les différents collègues à être plus vigilants. D'autre part, je lance un appel aux citoyens de s'adresser à des professionnels, notamment quand on parle d'ingénieur géomètre topographe, c'est un professionnel qui est inscrit au tableau de l'ordre. Par exemple, au niveau de notre profession, nous avons instauré la plateforme du contrat dématérialisé, des normes techniques très rigoureuses que l'ingénieur géomètre topographe est tenu d'appliquer pour justement ne pas tomber dans ces cas de spoliation. Tout à l'heure, on a parlé de magistrats. Les affaires qui sont déférées devant les tribunaux et qui concernent les litiges sur les limites de propriété foncière sont souvent soumises à des expertises judiciaires. Et il faut appel à des ingénieurs géomètres topographes. Et on travaille en étroite collaboration avec des magistrats qui maîtrisent le volet juridique et qui maîtrisent au fil du temps. Mais qui font appel à des ingénieurs. Tout à fait. C'est une obligation dans les expertises judiciaires pour justement définir les aspects techniques qui vont permettre aux magistrats de prendre la bonne décision et bien évidemment sur la base des documents qui sont fournis par les deux parties. Donc voilà globalement. Et bien sûr, pour la profession, on est engagé dans le processus de digitalisation qui est lancé par la conservation foncière. Et ça marche depuis 2017. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 0 papier dans les différents échanges électroniques. Ça limite aussi les fraudes. Le contact. Très bien. Juste pour terminer, il y a cette question d'héritage dans la spoliation foncière. Pour finir, comme on disait tout à l'heure, la spoliation, elle prend plusieurs formes, notamment avec la captation d'héritage. On peut être des enfants de mamans différentes. Et il y a une famille qui va spolier l'héritage de l'autre famille qui est née de la seconde femme. Quelle solution ? Enfin, les solutions, moi je voudrais dire la solution pour moi franchement, c'est au niveau de la justice que ça va. Il fallait se demander aussi sur le nombre d'années que tient un procès. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Vous avez des affaires, l'affaire Kimia par exemple, où il a récupéré sa villa et en même temps il a des problèmes avec la banque. Vous avez des gens qui continuent à se battre avec le fisc, ainsi de suite.
Mais l'essentiel, c'est sur le plan réglementaire, administratif, on l'a vu avec la conservation foncière. Il y a eu un travail intéressant qui a été fait, notamment au niveau de la digitalisation. Mais après, la vraie guerre, si j'ose dire, c'est dans les tribunaux. De bonne guerre. Un dernier mot, Maître Yagon. Oui, merci. Je pense que beaucoup de choses ont été faites donc, pendant ces dernières années. Depuis notamment la lettre royale de décembre 2016. Mais encore il y a beaucoup de choses à faire. Il faut donc plusieurs lois qui doivent être également réalisées. Il faut revoir le système juridique dans sa globalité pour qu'il y ait donc une vision unifiée du système pour qu'il n'y ait pas de contradiction et boucher toutes les lacunes. Il faut également généraliser l'authenticité des actes, puisque c'est un moyen de sécurité et la conservation elle est là pour en témoigner. Il faut également donc encourager la dématérialisation. L'Ordre national des notaires a déjà entamé donc la dématérialisation depuis donc 2015. Actuellement, nous disposons également d'une plateforme qui nous permet donc la télédéclaration avec la DGI et nous permet également d'inscrire les actes en ligne avec la conservation foncière. Et on est sur le point donc de mettre en place également l'acte électronique. Notarié. Exactement. Merci beaucoup, Maître Abdelatif Yagour, Khalid Yousfi, Hicham Belkher et bien sûr mon frère Faisal Fakihi, en tout cas d'avoir apporté vos éclairages respectifs à cette question qui fait encore des victimes, cette question de spoliation foncière. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat.